Shukran alaikum. Merci beaucoup pour votre présence avec nous à cette table ronde. Et je vais commencer avec vous, Ahmed. J'aimerais bien comprendre un tout petit peu l'importance du lien qui est entre l'éducation et le développement durable. Comment vous voyez ce lien et comment aborder cette question, enfin, du point de vue de chercheur, mais aussi parce que vous avez une autre casquette, c'est celle du militant associatif aussi, dans ce domaine de l'environnement. Mais on aimerait bien comprendre un petit peu d'un point de vue des chercheurs. Merci beaucoup, Sito Rabi. Je vais commencer par une histoire, si vous permettez. C'est toujours bien. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir faire un tour du monde avec ma famille. Et on est allé visiter des villages qui nous intéressaient parce qu'ils avaient un modèle de développement durable et autonome. Parmi ces villages, on s'est retrouvé un jour aux Philippines, et aux Philippines, dans un endroit absolument merveilleux, magique, un paradis sur Terre. Vous me faites rêver, là. Comment ? Vous nous faites rêver. J'ai bien envie d'y retourner un jour. Et dans ce petit endroit qui était complètement isolé, les gens vivaient très très bien. Un matin, je vois devant la maison que nous occupions, je vois passer un vieux monsieur que je connaissais, pour avoir souvent discuté avec lui, et qui portait des gros bambous qu'il avait coupés juste dans le jardin à côté, dans le champ à côté. Et je lui dis, Manon, qu'est-ce que tu fais ? Et il me dit, je vais construire ma maison. Je vais reconstruire une autre maison, parce que la maison que j'occupe maintenant, je dois la quitter, donc je dois reconstruire ma maison un peu plus loin. Et moi, je lui dis, écoute, est-ce que je peux venir t'aider ? Et ce vieil homme qui portait un tas de bambous que moi, je n'aurais pas pu porter, et qui avait au moins 70 ans, me dit, non, j'ai pas besoin d'aide. Et alors je comprends que je l'ai un peu vexé, donc je lui dis, non, Manon, t'as pas compris, c'est parce que moi, je veux apprendre à construire ma maison. Et il me dit, comment ça, tu sais pas construire ta maison ? Je dis, non, parce que moi, tu vois, dans mon pays, on a des gens qui construisent les maisons pour nous. Voilà, c'est compliqué, il faut du ciment, il faut faire beaucoup d'études. Il me dit, mais c'est quoi ton métier ? Mon métier à l'époque, c'était consultant stratégie et formateur. Alors je me dis, ce gars, je ne vais pas lui expliquer consultant stratégie, donc je lui dis, moi je suis enseignant. Et il me regarde vraiment profondément et me dit, tu es enseignant et tu ne sais pas construire ta maison ? Et là, j'ai compris quelque chose. Là, ce jour-là, j'ai vraiment eu une espèce de choc sur cette notion du lien qu'il y avait entre l'enseignant, pour les gens qui habitent dans ces communautés rurales, qui sont les communautés qui m'intéressent, ce lien qu'il y a vraiment profondément entre l'enseignement et puis la capacité en fait à vivre dans un monde dans lequel il faut qu'on change complètement de paradigme. Le paradigme du développement durable, c'est un paradigme dans lequel on doit changer complètement nos modalités économiques, nos modalités techniques, mais on doit aussi changer notre éthique, on doit changer la façon dont on pense les choses, on doit être capable de ne plus céder à un certain nombre de désirs qui nous entraînent à consommer et à acheter et à détruire finalement les ressources dans lesquelles on est. Et quand on parle de ça, changer, ça veut dire qu'il va falloir éduquer nos enfants. Et éduquer nos enfants, c'est le travail de l'enseignant finalement. Donc il y a un lien pour moi qui est très très fort et très puissant entre l'enseignant et puis le développement durable. Alors tout ça, ça nous a amené derrière rapidement à développer un certain nombre de projets donc dans l'association, puisque vous parliez de mon engagement associatif. L'association Open Village. Voilà. Avec l'association Open Village, on a développé un certain nombre de projets. Et là, en ce moment, on est en train de développer un projet sur un plateau dans le Haouz, où on travaille avec le ministère. On est en train de construire un collège en pierre dans une région et dans un territoire où il y a beaucoup de pierres et où les maisons sont des maisons absolument magnifiques en pierre. On construit un collège en pierre. Les Ma'almines sont des gens de ce territoire-là qui construisent merveilleusement bien en pierre. Donc il y a de la ressource locale, matière première, il y a de la ressource en termes de compétences. Les gens construisent le collège pour leurs enfants, eux-mêmes. Et on ne va pas s'arrêter qu'au collège, bien évidemment, parce que si on veut faire du développement durable dans ce territoire, on va faire le collège, mais derrière, les enfants, ils vont devoir être éduqués
à ce que va être finalement l'environnement dans lequel ils vont devoir travailler, dans lequel ils vont devoir vivre. Donc ce territoire-là, quelles sont ses ressources? Qu'est-ce que ça veut dire faire du développement durable pour de vrai dans ce territoire-là? Et troisième volet du projet, il y a aussi bien évidemment tous ceux qui ne vont pas à l'école, c'est-à-dire les NEET, tous ceux qui ont été obligés de quitter l'école beaucoup trop tôt parce qu'il n'y avait pas justement de collège sur le territoire. C'est quand même 250 enfants qui chaque année abandonnaient l'école parce qu'il n'y avait pas de collège sur le territoire. Donc là, il va y avoir un collège, mais tous ces enfants, tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de travail, on va les faire travailler eux aussi à l'environnement, par exemple, pour vous donner un exemple de projet, on est sur un territoire de montagne, donc on va faire un parcours de trail. Ce parcours de trail, ça veut dire qu'il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre le territoire, il faut voir qu'est-ce qui est beau dans ce territoire, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur, qu'est-ce qu'il faut protéger, faire des parcours, faire venir des gens. Les enfants qui sont à l'école et qui sont au collège, il va y avoir un club de sport. Ce club de sport va être l'occasion de former, d'entraîner des enfants qui peut-être demain vont devenir les futurs champions de trail dans le territoire, amener de la fierté dans le territoire. Et puis bien évidemment, à partir du moment où on a une piste ou plusieurs pistes de trail, on va avoir des gens qui vont venir de l'extérieur et donc ça va créer de l'activité socio-économique. Mais tout ça dans une logique où tout le monde dans le territoire a participé en fait à la création de cette activité, à la décision sur cette activité, à la création de cette activité dans une manière qui est respectueuse des ressources à la fois des savoir-faire des gens et des ressources du territoire. Merci beaucoup, Samed Benabadji. Je passerai à votre collègue, d'ailleurs, Madame Bougrine. Tout à l'heure, on discutait, on parlait de développement durable, et on a toujours cette impression que le développement durable, ce sont des grandes politiques publiques, c'est-à-dire des choses qui sont macroéconomiques, des politiques, mais vraiment à l'échelle étatique. Mais vous avez notre approche, vous considérez que c'est pas seulement, bien sûr, ce sont des politiques publiques, mais ce sont aussi des micro-choses qui doivent être apprises à l'école, etc. Est-ce que je peux vous demander justement quel est le rôle de l'enseignant, puisqu'on est en face d'enseignants et d'enseignantes, quel est le rôle de l'enseignant dans la transmission de cette culture du développement durable? Merci beaucoup pour votre question et pour l'accueil. Oui, moi j'ai, comme plein de gens, longtemps cru que le développement durable était l'affaire des États, que c'était quelque chose qui était très grand et très vaste. Et tout au long de mes études, notamment en ingénierie et en développement durable, et surtout à ma première expérience professionnelle, je me suis rendu compte que ça pouvait se loger partout, y compris dans des choses qui nous semblaient moins naturelles. C'est-à-dire que ma première expérience était dans vraiment les risques industriels, etc. Ma deuxième expérience professionnelle était dans les achats durables. Et là, je me suis rendu compte que par l'acte d'achat, on peut avoir un comportement citoyen, un comportement qui va venir justement aider ce développement durable et y contribuer. Du coup, pour revenir concrètement à la question, en fait, quand on est jeune, c'est qui nos premiers influenceurs? C'est qui nos premiers figures d'enseignement? Bien sûr, il y a les parents, mais très vite, l'école prend le relais et très vite, l'enseignant prend autant de place, si ce n'est pas plus de place, que le parent, parce que c'est avec lui que l'enfant va passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine, enfin, etc. Et moi, je salue beaucoup cette profession parce que c'est une profession extrêmement noble qui demande une grande abnégation, beaucoup de dévouement. Et ce que je veux dire, en fait, mon message par là, c'est que un professeur a le devoir, mais aussi le droit, de porter en lui cette valeur et d'ouvrir les yeux aux plus jeunes, vraiment aux plus jeunes, sur le fait qu'ils sont un élément parmi un autre dans cette terre immense, dans cet écosystème immense, et que ce n'est pas parce qu'ils sont entre guillemets petits qu'ils ne peuvent pas avoir un impact. Et en français, il n'y a pas de petits gestes quand on est, on peut mettre ce qu'on veut, X millions, milliards à l'échelle à laquelle on est, il n'y en a pas de petits si on est plusieurs à le faire. Les professeurs de maths ici, ils savent que sigma de epsilon, des fois, ça donne un grand truc. Donc voilà, donc vraiment, moi, ce que je veux dire, c'est que
Aussi à travers ce que j'ai pu vivre, par exemple, j'ai pu être dans des systèmes un peu diversifiés, notamment dans les pays scandinaves. Et par exemple, typiquement, ça fait vraiment partie de leur pédagogie. Ça fait partie de la pédagogie de l'enseignant que d'avoir des moments dans la semaine qui sont dédiés à juste qu'est-ce que tu es, toi, dans la société. Et ça aborde à ce moment-là plein de choses, y compris du coup le développement durable, et on donne des petits projets autour de tout ce qui peut être autour de ça, du recyclage, de la compréhension de la faune et la flore, etc. Et tout. Et donc vraiment l'idée c'est ça, c'est soyez créatifs parce que vous avez un champ où vous allez pouvoir vous connecter avec vos élèves sur un plan autre que le plan complètement pédagogique habituel, on va dire, et qui va, eux, leur ouvrir les yeux sur ce pouvoir qu'ils ont, eux, à leur niveau, pour être un acteur de demain. C'est des citoyens d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, mais c'est aussi des acteurs de demain. Et le vecteur de ça, c'est l'enseignant. C'est lui qui va transmettre des valeurs, qui va transmettre un modèle de réflexion et qui va aussi pouvoir donner un champ d'expression à ses élèves par rapport à ce genre de problématiques. Merci beaucoup. Merci Lalan. Madame Mrim Khoudari, je vais vous poser une question parce que vous êtes à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. On aimerait bien avoir un aperçu justement du rôle de la Fondation dans la promotion de la culture, enfin de développement durable. Comment vous faites justement les stratégies, ce qui a été fait au niveau de votre Fondation pour justement cette question de la protection de l'environnement? Merci, Monsieur Tourabi, merci, chers participants. Donc déjà, j'aimerais un peu rebondir sur des mots que mes collègues ont utilisés. Donc il y a eu beaucoup de... Je me suis rendu compte en fait qu'on travaille sur la même chose, sur les mêmes valeurs, sur la même communauté. Donc quand on dit développement durable, comportement citoyen, éducation, agir à petite échelle, commencer depuis le départ, ça veut dire depuis la petite enfance, le préscolaire, la fédération, la créativité, ben, tout ça, ça peut être résumé par Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui œuvre un peu, pas un peu, beaucoup, dans tous ces domaines. Donc la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, sous la présidence de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, la mission fondamentale, c'est la sensibilisation à la protection de l'environnement et au développement durable à travers beaucoup de moyens. Donc, et pour répondre à votre question, les moyens, on les décortique un peu dans les missions. Donc, dans les missions de la Fondation. Donc, rapidement, je dirais que pour arriver à cette mission de préservation et de vulgarisation, parce que c'est notre sujet de vulgarisation des notions de développement durable, je vais les résumer dans 4 axes. Donc le premier axe, c'est vraiment l'axe de sensibilisation et d'éducation. Donc la Fondation, à travers ses partenaires, et parmi ces partenaires, on a un partenaire stratégique qui est le ministère de l'Éducation nationale, et Sport. Donc, ce partenariat nous a permis un peu de mettre en avant et d'implémenter des programmes d'éducation au développement durable qui est le corps de ces programmes. Donc, ça peut être des programmes internationaux et ça peut être des programmes qui ont été développés par la Fondation. Donc là, je suis en train un peu de voir l'audience. Il y a beaucoup de personnes que je connais avec qui on a travaillé. C'est des personnes qui fournissent beaucoup d'efforts. Comme a dit, c'est eux notre relais et c'est eux notre moteur qui ne cesse de marcher et qui déploie les programmes HADO. Donc, je citerai 3 programmes phares et qui sont en partenariat avec le ministère. On a le premier programme qui est le programme Éco-École. Donc, c'est un programme qui répond un peu à ce que vous aviez dit, de commencer depuis la petite enfance. Donc, c'est un programme international. M'intéresse l'écologie, et la plupart d'entre vous travaillent déjà dessus. Donc, ce programme, il permet
de sensibiliser notre petite enfance et les enfants du primaire à c'est quoi déjà le développement durable, comment ils peuvent, comme Madame a dit, comment ils peuvent à petite échelle, on leur apprend qu'il a fait dos, tu as participé au développement durable. Il laisse décilement, c'est ce qu'on appelle nous des bonnes pratiques. Donc, aussi, ce qui est important pour la Fondation, c'est que a beaucoup de cibles. Donc, il s'agit de la sensibilisation du grand public. On ne peut pas avoir le même contenu et le même discours pour tout le monde. C'est impossible, on ne va pas arriver. Donc, le cœur de métier de la Fondation, c'est qu'elle a développé chaque programme avec son contenu, avec sa démarche, sa méthodologie, ses outils pédagogiques propres à la cible dont on parle. Donc, primaire, préscolaire, on a le programme Éco-École. Collège, lycée, on a notre programme qui est Jeune Reporter pour l'environnement, qui est une autre méthodologie qui est axée sur le journalisme environnemental. On a le programme Global Schools, qui est aussi un programme international, mais là, on n'est plus sur le parascolaire, mais on touche directement le cursus scolaire à travers le renforcement de l'implémentation des objectifs de développement durable et la citoyenneté mondiale, ainsi que les compétences du XXIe siècle directement dans le cursus. Donc là, on est vraiment dedans. Et puis, on a le secteur universitaire et entrepreneur. Donc, si j'ai encore le temps, je reviens à tout ce qui est aux missions. Donc, on a parlé d'éducation et sensibilisation. Et ça, on ne peut pas le faire sans contenu. Donc, donc, pour ce faire, il y a un programme qui est spécifique, qu'on appelle à la Fondation la Green Education Factory, donc qui est dédié avec des ressources dédiées au développement d'outils pédagogiques conçus dans ce sens, que ce soit physique ou digital ou intelligence artificielle, etc. On va revenir sur ça, justement, sur le contenu, juste après. لاله ملكه حراش نبان كاين نتاع المستوى الاكاديميه يعني الاكاديميه ديال دار البيضاء ستات يعني كيفاش كتعاملوا مع هذه القضيه ديال التعليم وتربيه النشء وتربيه التلاميذ يعني على التنميه المستدامه والاحترام البيئه يعني كيفاش كتعاملوا مع هذه القضيه دي وكيفاش كتصوروا العمل ديال الاساتذه في هذا المجال هذا. السلام عليكم جميعا. شكرا سي الترابي, شكرا mes collègues du panel et aussi les acteurs et les actrices aussi bien au niveau des académies, des DP et de tous les établissements scolaires, primaires et collèges qui sont avec nous ici. Un grand merci, c'est un honneur de vous rencontrer dans ce forum de l'enseignant. Il est très important de se dire qu'en ce millénaire, nos ressources de la Terre s'épuisent. Et on se rend compte que l'éducation à l'environnement est une réponse. Pourquoi? Parce qu'elle permet de tenir compte de ce qu'il y a et pour aboutir à un changement de comportement. Mais un changement de comportement ne peut se faire sans qu'il y ait une connaissance pertinente, sans qu'il y ait un changement d'attitude, sans qu'il y ait une association avec des valeurs communes et des valeurs partagées à tous les niveaux. Et c'est ce qui est important. Il faut se dire aussi qu'il nous faut un cadre, إطار سيكون عندنا مرجعي إداري ومؤسساتي وإطار تربوي ديداكتيكي وبيداغوجي. إلى رجعنا الإطار المرجعي المؤسساتي، الحمد لله في المغرب في الستينات والسبعينات كانوا عندنا أساتذة اللي كانوا متخصصين في البستانة، لأن كان من الأشياء اللي كتهمنا بزاف هو بأن المنظر ديال المؤسسات يكون جميل ويكون فيه تنوع بيولوجي. ذاك الوقت ما كانوش كيتكلموا على التنوع بيولوجي. بعد ذلك هاد الأشخاص اللي كانوا مهتمين بالبستانة ولاو مؤطرين ديال النوادي البيئية، ومن بعد منهم العديد منهم أنا اشتغلت معهم وهما مؤطرين ديال المدارس الإيكولوجية لبرنامج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. بعد ذلك في هذا الإطار هذا كان عندنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المخطط الاستعجالي اللي كانوا فيه مشاريع المؤسسات اللي خلاو لينا بأن المدراء والمديرات كانوا حاملين البرامج مختلفة، des vrais projets où on a des résultats, où on a des objectifs vraiment précis avec des indicateurs objectivement observables sur le terrain. ودابا الآن نحن في la vision stratégique avec
la feuille de route 2023-2026. Ce qui est important aussi, c'est qu'il nous faut, dans ce cadre institutionnel, on a les directions d'académie, alhamdoulilah, au niveau de la direction régionale Casablanca-Stade, monsieur le directeur d'académie, les différents chefs de service, mais aussi les collègues au niveau des DP, que les 16 coordinateurs, dont plusieurs sont nous, que je salue très fortement, sont très actifs. On a construit une intelligence commune. Et cette intelligence commune s'est faite grâce à des auto-formations, à des ateliers, à, comment dirais-je, à des activités vraiment qui permettent de mieux communiquer, aussi bien entre nous qu'avec notre partenaire, notamment avec les partenaires de la Fondation, qu'avec notre collègue, M. Mbark Mzine, du ministère, que je salue fortement. Concernant le cadre didactique et pédagogique, on ne peut pas changer de comportement, comme je vous ai dit, sans connaissance, sans valeur et sans pratique, et sans qu'on s'active dans les pédagogies actives. Pédagogie par projet, pédagogie de l'incertitude ou de l'erreur, l'insertion d'éducation par les pairs, des sorties de terrain, mais aussi le jeu et autres activités que j'ai vues aussi dans ce forum. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'Académie régionale Casablanca-Stade, notre programme est très riche, et il est riche par les projets nationaux de la Fondation et le ministère, qui sont le projet Éco-École, le projet Jeunes Reporters, le projet sur le littoral et autres, mais il y a aussi des projets régionaux qu'on a co-construits ensemble avec les différents acteurs et avec nos collègues, qui sont la biodiversité, l'eau et les zones humides, parce que dans la région, on a des zones humides, et on essaye de dire aux gens, il faut sortir, il faut regarder ce qu'il y a sur le terrain de proximité, que ce soit à Mohammedia, où on a la zone humide site Ramsar, l'Oued el-Melh, que ce soit à Walidia, où on a un autre site Ramsar. Donc on allie la connaissance avec le terrain, et aussi un partenariat, une implication des universités proches, où, alhamdoulilah, dans la région, il y a plein d'universités et plein d'enseignants universitaires qui répondent à l'appel et qui nous accompagnent. Sans oublier, un des programmes les plus importants, c'est les changements climatiques. التغيرات المناخية والحمد لله في المغرب البلاد ديالنا كنظم la COP 22, et pour la première fois, outre que les Yongo, donc les jeunes qui font le débat, on a eu des élèves et des enseignants grâce à la Fondation qui ont participé au niveau des ateliers, aussi bien dans la zone bleue que dans la zone verte, et depuis, à chaque fois, on a des élèves et des enseignants qui participent. Et cela, c'est très important. Il faut aussi s'ouvrir vers des outils qu'on trouve sur nos sites nationaux, mais aussi des sites internationaux. Et là, je rappelle qu'au niveau des changements climatiques, on utilise depuis 2015 le LCD Road Climate Change, qui nous permet de faire une simulation de la COP. Imaginez des élèves qui simulent la COP, et ça c'est extraordinaire, parce qu'ils communiquent, ils cherchent l'information et ils essayent de la partager. On a aussi les fresqueurs au niveau de la région, et j'espère que ce programme des fresqueurs soit élargi, parce que la fresque peut se faire aussi bien en anglais, en arabe qu'en français. Il y a en darija, mais je préfère moi que ce soit en arabe. Et il y a aussi d'autres programmes que je serais heureuse de partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Madame Malika. Je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire. Je vous laisse la dernière parole chacun. Un dernier commentaire, enfin une question que vous voulez aborder en particulier. Je commencerai par Samuel. Oui, moi j'aurais un commentaire, parce que ça fait extraordinairement plaisir quand on se retrouve ensemble dans ce genre d'événement, de se rendre compte qu'on parle exactement le même langage, on dit tous la même chose. Alors, premier commentaire, c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure, il n'existe pas s'il n'y a pas le ministère de l'Éducation et de la promotion du sport. Il n'existe pas. Et c'est important, parce que très souvent on fait la différence entre l'éducation et le développement, en disant bon, l'éducation ça aide au développement. Non, l'éducation et le développement maintenant, pour nos enfants qui vont devoir vivre dans un monde différent dans 20 ans, c'est la même chose que le modèle de développement. C'est directement lié. Un autre commentaire, c'est celui sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être dans des pédagogies actives. C'est-à-dire que on n'a pas, encore une fois, ce projet n'existe pas sans le ministère, il n'existe pas non plus sans les SATIDA. On ne peut pas éduquer les enfants sans reconnaître le rôle absolument central de l'enseignant. Et cet enseignant, il va falloir, pour qu'il puisse véritablement
jouer son rôle d'éducateur sur le développement rural, il va falloir qu'il puisse sortir dans la communauté, il va falloir qu'il puisse sortir dans l'écosystème. Ça ne suffit pas de faire des exercices, de faire des maquettes. Il faut aller faire les choses réellement avec les enfants sur leur terrain, leur montrer les dangers, les vulnérabilités et du coup les postures, les comportements qu'ils doivent avoir sur leur propre terrain. Et c'est pour ça qu'on parle véritablement de projets réels, pas de projets factices. Ce qui me semble absolument indispensable. Je suis vraiment ravi de savoir que vous faites la même chose. Ouais. Madame Bougren. Moi, je me joins à mon collègue sur... le panel est incroyable. Je trouve qu'il y a une grande complémentarité et en même temps une convergence incroyable dans ce qu'on dit et dans ce que les uns et les autres peuvent faire ou ont vécu. Et moi, si je pouvais rajouter juste un petit message, c'est qu'on sait qu'au Maroc, la société civile est une force incroyable et c'est superbe qu'elle soit aussi dynamique et aussi vivante et qu'elle agisse dans autant de domaines et qu'elle arrive. C'est super. Maintenant, il faut qu'il y ait des choses qui soient beaucoup plus systémiques, beaucoup plus ancrées dans ce qu'on est en tant que pays, en tant que valeur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette intervention par rapport au rôle des enseignants. Et je ne dis pas que vous êtes les uniques responsables ou que c'est vous qui devez porter tout ce poids, mais vous avez clairement un rôle à jouer, mais justement dans la légèreté, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là où on entend à la fondation la sensibilisation dès la petite enfance et puis après des choses, c'est pareil. Au sein de l'école, on peut institutionnaliser des choses. On peut faire des projets. Moi, j'ai déjà vu ça, c'est-à-dire c'est des projets tournés autour du développement durable qui vont aller, comme disait Ahmed et notre chère dame, des choses connectées à la réalité. Et aussi, tu as parlé du monde rural, oui, c'est vrai, parce que finalement, c'est là-bas où peut-être on voit tout de suite les effets négatifs de nos comportements et donc les gens vont se prendre en main beaucoup plus rapidement, mais il ne faut clairement pas qu'on oublie les villes où les gens en fait ont oublié que déjà par le simple fait de vivre la vie moderne des villes, on est déjà dans quelque chose qui n'est pas très vertueuse. Et c'est là où il y a quelque chose à faire, enfin autant que dans le rural, mais peut-être c'est là où il y a vraiment quelque chose à faire sur plein de choses. Prendre le vélo au lieu de la voiture. Bon, maintenant, il y a des choses qui viennent, on le voit, on le sent dans la prise de conscience globale à l'échelle du pays, et je m'en réjouis sur, je ne sais pas, d'aménagement plus de parcs. C'est plein de petites choses, c'est vraiment plein de petites choses, et le fait qu'on puisse, au niveau de l'enseignement, en prendre conscience et le transmettre, fait que justement, comme je disais tout à l'heure, ces acteurs de demain, que ce soit des architectes demain, que ce soit des responsables achats, que ce soit des médecins, que ce soit... peu importe. S'ils ont cette conscience-là, eh ben, ce qu'ils vont faire, ils vont y intégrer quelque chose qui se dit, comme le disait Chateaubriand, j'ai emprunté la terre à mes enfants. C'était pas ça? Non, c'est pas ça. J'ai emprunté... Pardon, j'ai oublié l'expression. Mais en gros, c'est la terre ne m'appartient pas et je vais la donner en héritage à mes enfants et donc je me dois de leur donner un héritage qui est correct. Donc voilà. Merci beaucoup. Madame Khoudari. Merci beaucoup. Donc moi, je vais rebondir sur 3 mots. Le premier, c'est la diversité. Donc quand on parle de développement durable, on sait, et il y a eu beaucoup d'autres panélistes qui ont vraiment expliqué combien ce concept il est vaste. Donc quand on parle de développement durable, on parle de ressources naturelles, on parle d'eau, d'énergie, on parle aussi d'éducation, on parle de littoral, on parle, comme a dit Madame Ihrachin. Donc cette diversité, on essaie au niveau de la Fondation au maximum de couvrir tous les axes à travers les différents axes d'intervention de la Fondation, que ce soit au niveau éducation, à travers les programmes d'éducation et développement durable, que ce soit à travers les ressources hydriques, à travers le pôle océan littoral, que ce soit à travers la partie diversité, tout ce qui est parc, et à travers le programme parc et jardin historique, donc à travers, comme a dit Madame Ihrachin, une thématique qui est très très importante pour le développement durable, qui est le changement climatique, donc à travers le programme Air et Climat qui est vraiment dédié à ce point. Le deuxième point, c'est le deuxième mot, c'est outillage.
Donc on sait que la base de l'enseignant, c'est vraiment les outils qu'il doit par lesquels il doit transmettre le message, que c'est très important. Donc, dans ce sens, la Fondation, elle déploie beaucoup d'efforts dans ce sens à travers son entité académique qui est le Centre international Hassan II de formation à l'environnement. L'objet, c'est vraiment la formation et le développement d'outils pédagogiques, que ce soit digital, que ce soit numérique, que ce soit physique, à travers des jeux digitaux, à travers des plateformes 3D, à travers des plateaux de jeux pour les plus jeunes. Et puis, le dernier mot, c'est la communauté. Comme a dit Mme Ahrachin, l'important pour nous, ce n'est pas de sensibiliser et puis passer à autre chose. Non, c'est de sensibiliser, c'est de réseauter, de fédérer notre communauté et puis aller avec elle vers une génération future qui est responsable et citoyenne. Donc, dans ce sens, l'objectif des programmes, ce n'est pas que de donner ce qu'on a à donner et puis on laisse tomber les enfants. Non, c'est de constituer une communauté responsable et à travers la communauté, c'est l'image de notre pays. Donc, on essaie toujours en fait, la Fondation, elle joue aussi un rôle de vitrine, la vitrine du Maroc. Donc, on essaie un peu de mettre en avant cette jeunesse. Comme a dit monsieur, il faut les mettre sur le terrain. En fait, on les met au niveau du terrain, mais pas que national, mais aussi international, à travers la participation à énormément de congrès, y compris la COP 28, où on a fait participer 12 jeunes reporters pour l'environnement, un de chaque région, et ça pour démontrer aussi la diversité de notre royaume au niveau international. Merci beaucoup. Merci, Madame Khoudari. Et un dernier mot, Madame Ahrachin, un dernier commentaire, un dernier mot. Il n'y a pas de dernier mot quand on parle d'éducation à l'environnement pour le développement durable, ça c'est certain, mais ce qui est important... C'est le dernier mot de ce panel. Voilà, de ce panel. Vous êtes les acteurs et les actrices de l'enseignement et du développement durable. Vous êtes les acteurs et les héros et héroïnes du développement durable. Parce que vous essayez de changer le comportement de vos apprenants et je sais que c'est difficile. Et il y a une méthode que j'avais utilisée une fois dans une consultation, c'est la méthode CAP. Avoir des connaissances, puis analyser des attitudes pour proposer des pratiques. Et je vais donner un exemple très simple par rapport au plastique. Le Maroc est un pays qui a interdit l'utilisation des sacs en plastique, mais on continue à les utiliser même si c'est interdit. Tout simplement parce qu'on s'est habitué. Donc, on doit revoir ces connaissances qui sont très importantes par rapport à un sujet qui est crucial, qui est la pollution du plastique, puis analyser nos attitudes, ça c'est un exercice qu'on peut faire tout simplement, et puis changer nos pratiques. Il y a aussi un élément très important, c'est que la formation initiale et la formation continue des enseignants est la clé de voûte d'un enseignement de qualité qui va répondre aux objectifs 4 du développement durable. Merci beaucoup, merci aux 4 intervenants, merci à Madame Ahrachin, merci à Madame Khoudari, merci à Madame Bougré et merci beaucoup à Simna Abadji, merci à vous et j'espère vous retrouver bientôt à une autre rencontre. Merci beaucoup.